Gadel, 24 News, il est 19h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une ce soir, toujours pas d'issue en ce qui concerne le détroit d'Ormuz. Le ministre iranien des Affaires étrangères affirme que les développements dans le détroit montrent clairement qu'il n'y a pas de solution militaire à une crise politique. Le président américain Donald Trump poursuit son dénigrement de la guerre au Moyen-Orient, la qualifiant, je cite, de petit accrochage, alors que Téhéran annonce la mort de 5 civils à la suite d'une attaque américaine contre 2 bateaux de marchandises. Et puis Gaza, toujours sous le feu des bombardements sionistes, le bilan s'alourdit ce mardi à 72 615 martyrs et 172 468 blessés. La troisième conférence internationale de la Cour constitutionnelle, le président algérien Abdelmajid Tebboune affirme que la vision de l'Algérie nouvelle et victorieuse ne saurait être complète sans une justice constitutionnelle efficace, indépendante et respectée. Bonsoir à toutes et à tous, on entame ce journal avec les récents développements dans la guerre au Moyen-Orient où la question du blocage du détroit d'Ormuz plane toujours sans aucune solution à l'horizon. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a affirmé dans une publication sur la plateforme X que les développements dans le détroit montrent clairement qu'il n'y a pas de solution militaire à une crise politique, ajoutant que les pourparlers progressent grâce à la médiation du Pakistan tout en mettant en garde les États-Unis et les Émirats arabes unis contre le risque de s'enfoncer dans ce qu'il a qualifié de bourbier. Les événements à Ormuz confirment qu'il n'existe pas de solution militaire à la crise politique, alors que les pourparlers progressent grâce aux efforts généraux déployés par le Pakistan. Les États-Unis doivent veiller à ne pas se laisser entraîner à nouveau dans le bourbier par des personnes mal intentionnées. Les Émirats arabes unis devraient en faire autant. Le projet de liberté est un projet qui mène à une impasse. Et justement, le chef de la diplomatie iranienne est en visite ce mardi dans la capitale chinoise Pékin pour des pourparlers stratégiques à l'invitation de son homologue chinois Wang Yi. Cette visite vise à renforcer la confiance politique mutuelle et à aborder des questions bilatérales, régionales et internationales. En attendant, le corps des gardiens de la Révolution a réaffirmé ce mardi son contrôle total du détroit d'Ormuz, et ce en réponse au projet du président américain Donald Trump de faire sortir les navires de cette voie navigable stratégique. Selon un rapport de l'agence de presse iranienne, la réouverture du détroit nécessiterait la reconnaissance du contrôle de l'Iran sur celui-ci. À l'intérieur de cette zone délimitée, tout navire souhaitant la traversée doit obtenir l'autorisation des forces armées de la République islamique de l'Iran pour des raisons de sécurité. Tout navire appartenant à un ennemi hostile qui tentera de la traverser sera traité avec la plus grande fermeté. Sans mensonge, celui du président américain est flagrant ici. Aussi, il prétend que mes actions visant à ouvrir un passage sans humanitaire, mais le monde entier le sait, il a déclenché une guerre, a essuyé une défaite et de nombreux Américains le trouvent amer. Trump et son équipe devraient accepter cette réalité. Les ministres des Finances de l'Eurogroupe réunis à Bruxelles lundi ont discuté de l'impact économique majeur du blocage du détroit d'Ormuz, une situation qui fragilise l'économie européenne. Le président de l'Eurogroupe, Kyriakos Pierrakakis, a averti qu'un blocage prolongé du détroit pourrait ralentir l'activité économique et intensifier les pressions sur les prix, compliquant ainsi la situation des ménages et des entreprises.
Tous les gouvernements prennent actuellement des mesures. La crise au Moyen-Orient a des répercussions sur tous les ménages et toutes les entreprises en Europe. Pourquoi partons-nous cette discussion au niveau de l'Eurogroupe pour coordonner la réponse? Ça, dit la Commission européenne. Elle a dit que les mesures devraient être adaptées, ciblées et temporaires. Cela signifie qu'il est beaucoup plus judicieux de prendre des mesures ciblées et temporaires car elles aident particulièrement les plus vulnérables, ceux qui en ont le plus besoin. Aux Émirats, 3 personnes ont été blessées à la suite d'attaques de drones ayant visé la zone industrielle pétrolière de Fujairah, provoquant plusieurs incendies. Selon ce qu'ont annoncé les autorités du pays lundi soir. Le ministère émirati de la Défense a également annoncé que 4 missiles de croisière avaient été lancés depuis l'Iran. 3 ont été interceptés au-dessus des eaux territoriales, tandis que le 4e est tombé en mer. Cependant, les médias rapportent également que les Émirats ont subi des dégâts au port stratégique de Fujairah. S'efforçant de minimiser l'ampleur de la guerre contre l'Iran, le président américain Donald Trump a qualifié ce mardi le conflit de, je cite, « petit accrochage » lors d'un événement consacré à l'exercice physique à l'école, précisant dans son allocution que l'Iran n'avait aucune chance. On écoute. On est en pleine guerre et ça fait quoi? 6 semaines. Ils se demandent pourquoi ça prend autant de temps. Nous avons été au Vietnam pendant 19 ans, nous avons été en Irak pendant de nombreuses années, disons 12 ans. Nous sommes engagés dans toutes ces guerres différentes. La Corée pendant 7 ans. Je ne parlerai même pas de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un sacré morceau, mais vous avez la mauvaise personne au pouvoir. Vous serez engagé dans la Troisième Guerre mondiale. C'est aussi certain que vous êtes assis là. Vous avez la mauvaise personne au pouvoir. C'est une situation délicate et complexe. C'est compliqué, hein? Nous devons avoir les bonnes personnes et elles doivent être intelligentes parce qu'une chose est sûre concernant ces entreprises, les petites entreprises, c'est formidable, mais si vous n'avez pas la plateforme, c'est-à-dire le pays, c'est-à-dire les bons principes, tout ce qu'il le faut, notre pays est en plein essor actuellement, malgré le fait que nous soyons dans ce que j'appelle une mini-guerre. L'armée américaine a annoncé lundi avoir détruit 6 petits bateaux iraniens et intercepté des missiles de croisière ainsi que des drones lancés par Téhéran en réponse aux tentatives visant à contrecarrer une nouvelle opération navale américaine destinée à ouvrir la navigation dans le détroit d'Ormuz. L'armée précise que ce sont des embarcations civiles qui ont été la cible des attaques. Pour rappel, le président américain Donald Trump a lancé hier cette opération baptisée Projet Liberté dans une tentative de reprendre le contrôle de cette voie navigable vitale à l'Iran, après que Téhéran l'a effectivement fermée une semaine après le début de la guerre, le 28 février dernier. Des médias iraniens ont rapporté ce mardi la mort de 5 civils à la suite d'une attaque par des tirs contre 2 bateaux civils attribuant la source de ces tirs aux forces américaines. Les sources iraniennes citant un responsable militaire local ont indiqué que les 2 bateaux transportaient des marchandises civiles, niant tout lien avec le corps des gardiens de la révolution islamique. Vous l'aurez compris, les tensions persistent donc dans la région cristallisée par le détroit d'Ormuz. Les États-Unis menacent de forcer ce dernier contrôlé de facto par Téhéran, alors que les conséquences sur les marchés pétroliers se font déjà lourdement ressentir. Les détails, Safwan Ben Sabri. Entre Washington et Téhéran, la tension persiste avec pour épicentre le détroit d'Ormuz. Les États-Unis décident de forcer le passage au niveau du détroit dans un contexte de risque d'escalade directe entre les 2 belligérants.
La tentative des États-Unis de réouverture du détroit d'Ormuz marque une nouvelle étape dans la confrontation latente entre Washington et Téhéran. Après 2 mois de blocage paralysant ce passage stratégique par lequel transite 20% du pétrole mondial, Donald Trump a lancé l'opération Project Freedom, présentée comme une opération humanitaire pour rétablir la liberté de navigation. 2 navires sous pavillon américain ont déjà franchi le détroit, alors que plus de 20 000 marins restent bloqués dans la zone, confrontés à des conditions de plus en plus difficiles. Mais derrière cette façade humanitaire, l'objectif stratégique est de renverser le rapport de force face à un Iran qui contrôle de facto le détroit. Le président américain a durci ses consignes, autorisant les forces américaines à neutraliser toute menace immédiate, qu'il s'agisse d'embarcations rapides ou d'opposition de missiles. Cette évolution accroît fortement le risque d'incidents militaires dans un contexte déjà marqué par des accusations mutuelles d'attaques et de provocations. Les premières conséquences se font déjà sentir sur les marchés énergétiques avec une hausse des prix du pétrole. Parallèlement, des incidents impliquant des navires et des installations pétrolières, notamment aux Émirats arabes unis, ont alimenté les craintes d'un embrasement régional. Acharnement sunniste contre le Liban, le président libanais Joseph Aoun a déclaré poursuivre les efforts visant à mettre fin à l'état de guerre afin d'instaurer une paix durable et non temporaire selon ses propres termes. La présidence libanaise a indiqué sur son compte Facebook que Joseph Aoun a reçu des représentants de localités du sud du pays, leur assurant son soutien et exprimant son appréciation pour leur résilience, et ce malgré les conditions difficiles actuelles, ainsi que pour leur attachement à leurs terres et à leurs biens. Dans ce contexte, 2 éléments de l'armée libanaise ont été blessés dans une attaque menée par l'entité sioniste dans le sud du pays. C'est ce qu'a indiqué lundi soir un communiqué de l'armée. Selon la même source, un officier et un militaire ont été blessés à la suite d'une frappe ayant visé la localité de Kafra bin Jubayl alors qu'ils se déplaçaient à bord d'un véhicule militaire entre des positions de l'armée. Par ailleurs, l'entité sioniste a poursuivi ses attaques contre plusieurs zones du sud du Liban, violation de la trêve en vigueur, menant des frappes sur les localités de Barachit et d'El Mansouri. Les zooms à présent sur le génocide sioniste à Gaza, l'enclave qui subit quotidiennement des raids d'agression. Le bilan s'est alourdi ce mardi à 72 615 martyrs et 172 468 blessés, dont en majorité sont des femmes et des enfants. Selon les autorités palestiniennes de la santé, les corps de 3 civils ainsi que 11 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de la bande au cours des dernières 24 heures. Et l'Union européenne a annoncé son rejet du contrôle des terres dans la bande de Gaza en réponse à la création par l'occupation sioniste de ce qu'elle appelle la ligne orange dans la bande. L'agence de presse palestinienne a rapporté, citant le porte-parole des affaires étrangères de l'Union européenne, Anwar al-Anouni, que l'Union rejette cette mesure, soulignant qu'elle porte la superficie des terres contrôlées par l'occupation à plus de 60% de la bande de Gaza, au lieu de mettre en œuvre les opérations de retrait supplémentaires initialement prévues dans l'accord de paix. Arrêté en pleine mer, loin de toute zone de conflit direct, Seif Aboukeshek, ressortissant espagnol, et Thiago Avila, citoyen brésilien, sont toujours séquestrés par l'entité sioniste, tandis que plus de 100 militants ont été dispersés jusqu'en Crète. Aujourd'hui, leurs épouses dénoncent des actes de torture et une grève de la faim après la décision d'un tribunal sioniste de prolonger leur détention. Leila Hamouda. Ils ne transportaient ni armes ni menaces, seulement de l'aide, des médicaments et une idée simple, celle de briser le silence autour de Gaza. Pourtant, leur traversée est transformée en cauchemar avec des arrestations collectives. L'agression n'était que le début du calvaire.
Tiago Avila, citoyen brésilien, et Saif Aboukeshk, ressortissant espagnol, sont aujourd'hui les visages d'une répression sioniste qui dépasse les frontières maritimes. Une opération militaire brutale menée vendredi dernier au large de la Crète, hors de tout cadre légal, et qui laisse derrière elle des témoignages accablants. Leurs proches décrivent aujourd'hui des conditions de détention alarmantes. Tiago avait des marques d'agression sur tout le corps et le visage. Il a été battu et torturé. Des accusations graves, renforcées par l'état de santé du militant. Son état de santé s'est un peu amélioré, mais il est au 6e jour d'une grève de la faim. Ses blessures se sont améliorées, mais il est très faible et a été examiné par un médecin. L'ambassade est très inquiète à ce sujet. Une grève de la faim, symbole d'une détresse extrême, dans un contexte où l'isolement semble être utilisé comme moyen de pression. Nous avons appris aujourd'hui par les avocats qu'il est détenu dans une cellule d'isolement éclairée intensément 24 heures sur 24 heures. C'est une condition connue de cette prison pour désorienter les détenus et provoquer des privations de sommeil. De son côté, Saif Aboukeshk serait lui aussi privé de contact avec sa famille. Son épouse dénonce une attaque surprenante et illégale. L'interception a eu lieu au large de l'île grecque de Crète, en eau internationale. Elle s'est donc produite loin des zones où les Israéliens interceptent habituellement la flottille. Saif n'avait aucune intention d'aller jusqu'à Gaza et prévoyait d'apporter son soutien à la flottille depuis la terre ferme. Nous avons donc été très surpris que cela se produise si tôt en Europe. En exportant sa violence au large des côtes européennes, l'occupant sioniste espérait briser la chaîne de solidarité. C'est l'inverse qui se produit. 47 navires poursuivent encore leur route au sud de la Crète. L'entité sioniste peut bien saisir des vivres et torturer des militants. Elle reste impuissante face à la détermination de la flottille, car en n'arrêtant pas une conscience, en n'emprisant pas le Somoud. On en parlait tout à l'heure, un titre dans une allocution lue en son nom par la présidente de la Cour constitutionnelle, Leïla Aslaoui. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a affirmé ce mardi que la vision de l'Algérie nouvelle et victorieuse ne saurait être complète sans une justice constitutionnelle efficace, indépendante et respectée, qui préserve l'essence des libertés individuelles et collectives garanties par la loi fondamentale du pays, et ce à l'occasion de la 3e conférence internationale de la Cour constitutionnelle sur le thème « Rôle du contrôle de constitutionnalité dans la protection des droits et des libertés en Algérie et dans les systèmes comparés ». On écoute. La vision de l'Algérie nouvelle et victorieuse ne saurait être complète sans l'existence de justice constitutionnelle efficace, indépendante et respectée, disposant des outils juridiques et procéduraux nécessaires pour prévenir tout dépassement et empêcher toute interprétation susceptible de porter atteinte à la suprématie de la Constitution ou à l'essence des libertés individuelles et collectives garanties par la loi fondamentale du pays. S'agissant de l'accueil de l'Algérie de cette rencontre juridique internationale vise à consolider l'édifice de la justice constitutionnelle et participe de l'engagement pris devant le peuple algérien à bâtir un État de droit, un État où nul ne sera lésé, un État dont les fondements reposent sur la primauté absolue de la Constitution, faisant de la protection des droits fondamentaux et de la promotion des libertés une doctrine profondément ancrée dans la conscience et l'action de l'ensemble des institutions de la République, sans exception. De son côté, la représentante du PNUD en Algérie a affirmé le soutien aux institutions judiciaires et constitutionnelles est essentiel pour le programme dans un contexte où le monde est confronté à des défis multiples. On l'écoute. Dans un monde confronté à des défis multiples, le soutien aux institutions judiciaires et constitutionnelles demeure un levier essentiel pour le PNUD afin de garantir la justice et le développement durable. Notre participation à cette conférence est l'occasion de vous réaffirmer notre engagement constant à accompagner les efforts de l'Algérie en faveur du renforcement de l'état de droit, de la bonne gouvernance et de la protection des droits humains. Chers invités venus de loin,
Grâce à votre participation, nous créons une opportunité précieuse pour partager des expériences, croiser les regards et enrichir les réflexions à la lumière des pratiques nationales et comparées. Le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a reçu ce mardi au siège du ministère la commissaire européenne chargée de la Méditerranée, Dubravka Šuica, en visite officielle en Algérie. Cette rencontre a permis de procéder à une évaluation globale des différentes dimensions du partenariat entre l'Algérie et l'Union européenne et d'examiner les moyens de lui insuffler davantage de dynamisme et d'équilibre conformément aux objectifs du pacte pour la Méditerranée lancé en novembre 2025, notamment dans les domaines de l'investissement, du commerce, de l'énergie, de l'économie verte, de l'enseignement supérieur et de la mobilité des personnes. Les deux parties ont également passé en revue les défis actuels en matière de développement et de sécurité dans le bassin méditerranéen, tout en soulignant l'importance du renforcement de la coordination commune afin d'y apporter une réponse efficace et durable. Et le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arqab, a reçu ce mardi le ministre égyptien du pétrole et des ressources minérales, Karim Ibrahim Ali Badawi, qui effectue une visite de travail actuellement en Algérie. Objectif, renforcer et activer les cadres de coopération commune entre les deux pays et examiner les moyens de développer les relations de partenariat entre le groupe Sonatrach et les entreprises égyptiennes. Cette visite sera également l'occasion de signer plusieurs accords entre les deux parties. Un mot de culture avant de se quitter, on passe à la musique où la 15e édition du Festival international de musique symphonique se poursuit à l'Opéra d'Alger. Espagne, Angola, Mexique et bien d'autres pays se représentent chaque soir. Un événement grandiose à savourer avec les yeux et les oreilles qu'il ne faut surtout pas manquer. Mohamed Wali Ben Chaban nous y emmène y faire un tour. Au cœur de l'Opéra d'Alger, la 15e édition du Festival international de musique symphonique résonne depuis plusieurs jours devant un public enquis. Répondant présent avec une ferveur notable, les spectateurs profitent d'une affiche riche, fruit d'une programmation dense voulue par les organisateurs. C'est un rendez-vous international incontournable. Grâce à nos acteurs principaux de différents horizons, d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. On doit rendre hommage au public, puisque le public, c'est le festival. Et le festival, c'est le public. Ça, c'est notre slogan. Je viens à l'opéra parce que c'est vrai qu'il y a toujours un riche programme au festival de la musique symphonique. Ça permet au public aussi d'apprécier la grande musique classique. Et c'est comme quelque chose d'extraordinaire. En général, on y ressort avec même apaisé, avec beaucoup d'enthousiasme. Les 3e et 4e soirées ont conquis le public. Une communion sublime entre artistes et spectateurs qui restera gravée dans les mémoires. C'est une partie importante de ma vie artistique car c'est là que je travaille principalement. Je me produis dans de nombreux opéras, donc je passe la plupart de mon temps dans ce lieu. En même temps, j'ai l'opportunité d'interpréter de grands rôles aux côtés d'une excellente distribution et d'un orchestre de haut niveau. L'excellence des interprétations alliée à l'acoustique irréprochable de la salle a conféré à ces soirées une dimension mémorable. La pièce Arirang, qui est une pièce traditionnelle qui est en fait chantée normalement, et en pièce algérienne, Billahi ya Hamami, qui est aussi qui a des paroles. Moi j'ai demandé conseil à l'autre fille parce que j'adore faire des arrangements, mais choisir dans tout le répertoire, c'est trop difficile de faire un seul choix. L'accueil était vraiment très chaleureux et je suis très reconnaissante de tout ce qu'ils m'ont donné, l'accueil, la condition sur la scène, l'instrument est aussi très très bien et le public aussi très très chaleureux.
Le chef d'orchestre tunisien a séduit l'assistance par son répertoire international, tout en mettant en valeur le talent du jeune Ben Halima qui a su dompter les complexités du qanoun. La performance d'aujourd'hui était spontanée. Franchement, je ne ressentais pas de stress. Au contraire, j'étais à l'aise avec la musique et mon instrument. Finalement, j'espère que cette prestation vous plaira. Bien évidemment, l'Orchestre symphonique tunisien participe depuis la première édition ici du festival. Et on est à la 15e, c'est ça, édition. L'année dernière, j'étais moi-même. Cette année aussi avec notre orchestre symphonique national tunisien. Il y a de la musique bien sûr universelle, les époques classiques, Mozart, Albinoni, baroque, romantique, Saint-Saëns, musique Vivaldi. Séduit par la virtuosité des ensembles invités, le public confirme la montée en puissance de cette édition désormais incontournable sur la scène artistique internationale. Voilà, mesdames, messieurs, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Al24 News. Excellente soirée à toutes et à tous.